On vous l'a sûrement répété des dizaines de fois. Un verre de vin rouge au dîner, c'est presque un remède pour le cœur. Eh bien, tenez-vous prêts, car aujourd'hui, nous allons démolir cette bonne vieille légende. Nous allons décortiquer si l'alcool est vraiment le meilleur ami de vos artères, ou s'il s'agit de l'une des ruses marketing les plus dangereuses de l'histoire de la santé publique. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qui se passe réellement dans votre cœur après chaque verre bénéfique et pourquoi les études les plus récentes poussent les médecins du monde entier à sonner l'alarme. D'ailleurs, êtes-vous de ceux qui croient aux vertus des petites doses d'alcool? Laissez un oui ou un non dans les commentaires dès maintenant. Nous verrons à la fin de la vidéo si vous avez changé d'avis. Pour comprendre d'où nous vient cette histoire, il faut remonter au début des années 90. C'est à cette époque que le monde entier a découvert ce que l'on appelle le paradoxe français. Le principe était simple et terriblement séduisant. Regardez les Français. Ils consomment des fromages gras, du beurre, des pâtés. Bref, ils ingèrent énormément de graisses saturées, mais ils souffrent pourtant bien moins de maladies cardiovasculaires que par exemple les Américains. Chercheurs et journalistes se sont mis en quête de l'explication, et elle semblait évidente, elle était dans le verre. Les Français boivent régulièrement du vin rouge sec. Cette idée était si belle, si commode, qu'elle a fait le tour du monde instantanément, créant des décennies de désinformation et devenant un outil redoutable pour vendre de l'alcool sous le prétexte de la prévention santé. Alors, entrons un peu plus profondément dans cette fameuse et belle légende du paradoxe français. Imaginez les gros titres des journaux et les reportages télévisés de l'époque, le secret de la santé à la française révélé, buvez du vin et vous vivrez vieux. C'était perçu comme une autorisation de s'accorder cette petite faiblesse quotidienne, d'autant plus qu'elle était bonne pour la santé. Pour beaucoup, c'était l'excuse idéale. Pourquoi se priver d'un plaisir qui, en prime, vous protège le cœur? Cette idée s'est ancrée solidement dans l'esprit de millions de gens. Elle était simple, facile à comprendre, et disait exactement ce que les gens avaient envie d'entendre. Les entreprises viticoles, bien entendu, étaient aux anges. Les ventes de vin rouge ont explosé, montant en flèche. Le mythe a commencé à vivre sa propre vie, s'enrichissant de soi-disant preuves supplémentaires. Mais peu de gens se demandaient, à l'époque, si d'autres facteurs moins évidents ne se cachaient pas derrière cette belle façade. Par exemple, les spécificités du régime méditerranéen dans son ensemble, un niveau d'activité physique plus soutenu ou même une approche de la vie et du stress totalement différente. Évidemment, le monde scientifique ne pouvait pas rester les bras croisés face à un tel mystère. Ils se sont donc lancés dans la recherche de cet ingrédient miracle dans le vin, celui qui garantirait la bonne santé des Français. Et ils n'ont pas tardé à le trouver. Permettez-moi de vous présenter le resveratrol. C'est un antioxydant très puissant que l'on trouve surtout dans la peau du raisin rouge. En laboratoire, que ce soit sur des cultures cellulaires ou sur des animaux, le resveratrol a montré des résultats vraiment impressionnants. Il combattait l'inflammation, protégeait les cellules des dommages et semblait même ralentir le vieillissement. Ça ressemble à l'élixir de jouvence, non? Très vite, tout le monde s'est dit que ce resveratrol issu du vin était la solution miracle, la fameuse balle d'argent qui protégeait nos vaisseaux sanguins. Et bien sûr, cette nouvelle a fait le tour du monde. On a même vu apparaître des compléments alimentaires à base de resveratrol. On pensait alors que le mystère était enfin levé. Désormais, tout le monde pouvait profiter du secret français de la longévité, que ce soit en buvant un verre de vin ou en avalant une simple gélule. Bon, maintenant, soyons un peu pragmatiques et sortons la calculatrice. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Certes, le resveratrol a des propriétés bénéfiques, mais la question cruciale, c'est la dose. Les effets positifs que les scientifiques ont observés en laboratoire nécessitaient l'administration de doses extrêmement élevées de cette substance. Pour obtenir la même concentration de resveratrol simplement en buvant du vin, il faudrait qu'une personne consomme plusieurs centaines, voire des milliers de verres par jour. Imaginez un peu la scène. Il est évident qu'une telle quantité de vin annulerait tout bienfait par les dégâts colossaux causés par l'intoxication alcoolique. La concentration de resveratrol contenue dans un seul verre de vin rouge est infime.
elle est absolument négligeable et incapable d'exercer le moindre effet thérapeutique significatif sur le corps humain. Ainsi, toute cette théorie sur l'effet magique du vin, grâce au resveratrol, s'écroule comme un château de cartes dès la première vérification par les chiffres. D'accord, vous me direz, le resveratrol, c'est une chose, mais n'y a-t-il pas eu ces études montrant que les buveurs modérés vivent plus longtemps et sont en meilleure santé que les abstinents? Et vous auriez tout à fait raison. De telles recherches ont bien existé et leurs conclusions ont donné naissance à ce qu'on appelle la courbe en J. Imaginons un instant un graphique. Sur l'axe horizontal, nous plaçons la quantité d'alcool consommée et sur l'axe vertical, le risque de maladie cardiovasculaire ou de mortalité. Et la courbe qui en résulte ressemble à la lettre latine J. À gauche, au point zéro, c'est-à-dire chez ceux qui ne boivent pas du tout, le risque est relativement élevé. Puis, à mesure que la dose augmente jusqu'à 1 ou 2 verres par jour, la courbe descend, le risque diminue. C'est ce qu'on appelle la fameuse zone de bénéfice. Mais passé ce seuil, dès que la consommation s'accroît davantage, la courbe remonte de manière spectaculaire. Le risque de maladie et de mortalité commence alors à grimper en flèche. Cette courbe en J fut extrêmement convaincante et servit, pendant des décennies, de pilier scientifique majeur pour étayer la théorie des bienfaits d'une consommation modérée. Cette fameuse courbe en J est à l'origine des recommandations médicales prônant des doses d'alcool tolérables, voire protectrices. Un verre de vin pour les dames, 2 pour les messieurs, un mantra qui fut répété si souvent qu'il finit par être érigé en vérité absolue. Cette idée fut accueillie avec enthousiasme par le public car elle n'exigeait pas un renoncement total. Elle valorisait au contraire une certaine culture de la modération. C'était confortable aussi bien pour le corps médical que pour les patients. Pour les médecins, il était plus simple de dire « limitez-vous à un verre » plutôt que d'entamer une longue et pénible discussion sur l'abstinence totale. Les patients, eux, avaient le sentiment d'agir positivement pour leur santé, sans avoir à se priver d'un plaisir auquel ils étaient attachés. Tout le monde semblait y trouver son compte, et l'on disposait même d'une justification scientifique. Mais, comme c'est souvent le cas en science, le diable se nichait dans les détails, et l'on a longtemps préféré fermer les yeux sur ces fameux détails. Mais arrivons maintenant au cœur de cette révélation majeure. Pourquoi, dans les anciennes études, les non-buveurs affichaient-ils un risque de santé plus élevé que ceux qui consommaient modérément? Une analyse moderne, bien plus sophistiquée de ces travaux, a mis en évidence une erreur systémique énorme. On l'appelle le biais de l'abstinent ou le problème des anciens buveurs. Le fait est que, dans ces études, la catégorie des non-buveurs ou abstinents incluait absolument tout le monde qui ne consommait pas d'alcool au moment de l'enquête. Mais qui étaient réellement ces individus? Beaucoup d'entre eux avaient en fait arrêté de boire en raison de pathologies graves, déjà existantes. Imaginez quelqu'un qui souffrait d'alcoolisme, avait développé une cirrhose, des problèmes cardiaques et à qui le médecin avait strictement interdit toute consommation d'alcool. Formellement, au moment de l'étude, il est considéré comme abstinent, mais sa santé était déjà minée par des années d'excès. Et c'est justement ces abstinents malades que l'on comparait à des personnes saines, souvent socialement actives, qui se permettaient un verre de vin au dîner. Mais analysons ce groupe d'abstinents d'un peu plus près. Outre les anciens alcooliques, on y retrouvait des personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquelles l'alcool est strictement contre-indiqué. Des individus sous traitement médicamenteux incompatibles avec toute consommation d'alcool. Il y avait aussi des personnes issues de catégories socio-professionnelles moins favorisées, qui ont souvent un moins bon accès aux soins et une qualité de vie générale inférieure. En substance, on a amalgamé dans ce groupe à la fois ceux qui n'ont jamais bu de leur vie par choix de mode de vie sain ou par idéologie, et ceux qui ont été contraints d'abandonner l'alcool parce qu'ils étaient déjà gravement malades. Naturellement, face à ce groupe d'abstinents que l'on pourrait qualifier de malades, les buveurs modérés, dont les problèmes sérieux ne s'étaient pas encore manifestés, semblaient, par comparaison, en bien meilleure santé. C'est exactement comme si l'on comparait les résultats d'une course entre un groupe d'athlètes professionnels et un groupe de patients hospitalisés. On pourrait alors en déduire que l'exercice modéré est plus bénéfique qu'une absence totale d'entraînement,
tout en ignorant le fait essentiel que le second groupe ne s'entraîne pas parce qu'il en est tout simplement incapable. Lorsque les chercheurs ont entrepris de nouvelles études prenant en considération cette fameuse erreur statistique, la magie de la courbe en J s'est tout simplement volatilisée. Ils ont cessé de comparer les buveurs modérés à ce vaste et hétérogène échantillon des abstinents pour ne se concentrer que sur les personnes qui n'avaient jamais consommé d'alcool de leur vie et qui étaient exemptes de maladies chroniques graves. Et quelle a été leur conclusion? Il n'existe, en réalité, aucune zone de bénéfice pour la santé. Le graphique représentant le risque est passé d'une courbe en J à une simple ligne droite qui démarre à 0 et monte de façon constante. Autrement dit, même une consommation infime, la plus minimale, commence déjà à accroître les risques pour la santé. Plus une personne boit, plus le risque s'élève. La consommation nulle, quant à elle, représente le risque minimal. Tassanton. Cette découverte a totalement remis en cause les anciennes croyances, démontrant à quel point les données antérieures étaient erronées. Ce mythe, qui a perduré des décennies durant, était en réalité bâti sur du sable, sur le fondement bancal d'une simple erreur statistique. C'est ce que l'on appelle une véritable révolution, tant en cardiologie qu'en addictologie. Ces dernières années, la génétique a fait une percée majeure pour les chercheurs. On parle maintenant d'études de randomisation mendélienne. Le nom est barbare, mais le principe est tout simple. Certains individus sont génétiquement programmés pour mal tolérer l'alcool. La moindre petite dose leur donne des maux. Résultat, ils ne boivent jamais, ou alors vraiment très peu, tout au long de leur existence. C'est une particularité donnée par la nature, sans rapport avec une maladie ou un choix de vie. Ces personnes sont la cohorte témoin idéale, des abstinents à vie par obligation génétique. En comparant leur état de santé avec celui des autres, les chercheurs peuvent isoler l'effet pur passe de l'alcool. On élimine ainsi tout biais lié au régime alimentaire, au statut social ou au mode de vie en général. Et les conclusions de ces études génétiques sont tombées. Elles sont à la fois claires, nettes et dévastatrices pour le mythe du verre qui fait du bien. Elles confirment que, peu importe la quantité, la moindre dose d'alcool est associée à une hausse de la tension artérielle et à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Oublions un instant les chiffres et les statistiques et concentrons-nous plutôt sur les mécanismes concrets. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps quand on boit? Et surtout, quel est l'effet de l'alcool sur notre cœur et nos vaisseaux? Prenons l'exemple de la tension artérielle. Vous avez sûrement déjà observé qu'après un verre, même léger, on ressent une chaleur agréable. C'est le moment où les vaisseaux se dilatent, ce qui fait temporairement baisser la pression. C'est une sensation de détente, mais elle est très trompeuse. Cependant, ce n'est que la première phase. La seconde suit inévitablement. Le corps cherche à compenser cette chute et réagit par un mécanisme de défense. Il provoque alors un spasme des vaisseaux qui se resserrent de manière excessive, souvent bien plus qu'il ne l'était au départ. Le cœur est alors obligé de pomper le sang avec une force accrue pour le faire circuler dans ses canaux étroits. Résultat direct, la tension artérielle et le rythme cardiaque s'accélèrent. Chaque fois que vous buvez, c'est en réalité un véritable choc, une sorte de test d'endurance forcée pour tout votre système vasculaire. Si ces chocs sont réguliers, les vaisseaux perdent peu à peu leur souplesse. La haute pression devient alors chronique et c'est ainsi que l'hypertension se développe et s'installe durablement. N'oublions pas que l'hypertension est le facteur de risque numéro 1 des accidents vasculaires cérébraux, les AVC et des infarctus. Abordons maintenant la question du rythme cardiaque. Il existe une affection que l'on appelle le syndrome du cœur des jours de fête. Attention, ce n'est pas un terme romantique, mais bel et bien un diagnostic médical officiel. Il décrit l'apparition de troubles du rythme cardiaque, le plus souvent la fibrillation auriculaire, qui surviennent après la consommation d'alcool chez des personnes qui n'avaient, jusque-là, aucun antécédent cardiaque. Mais pourquoi ce phénomène se produit-il? L'alcool et ses produits de dégradation, notamment l'acétaldéhyde, sont des substances toxiques pour les cellules du muscle cardiaque. Cela inclut particulièrement les cellules responsables de la conduction de l'impulsion électrique. L'alcool perturbe l'équilibre des électrolytes essentiels
comme le potassium et le magnésium, des éléments pourtant cruciaux pour le bon fonctionnement de notre cœur. Le résultat, le système électrique du cœur se dérègle, les impulsions deviennent chaotiques et les oreillettes commencent à se contracter très rapidement et de manière irrégulière. C'est précisément ce que l'on appelle la fibrillation auriculaire. C'est une condition qui augmente considérablement le risque de formation de caillots sanguins et par conséquent de développer un accident vasculaire cérébral ischémique. Bien que les effets précédents puissent n'être que passagers, l'abus régulier d'alcool entraîne une conséquence bien plus redoutable et surtout irréversible. C'est ce que l'on nomme la cardiomyopathie alcoolique. Pour parler clairement, il s'agit d'une atteinte toxique directe du muscle cardiaque. L'éthanol et ses métabolites empoisonnent littéralement les cellules du cœur, les fameux cardiomyocytes. Ils endommagent leur structure, perturbent la production d'énergie et la synthèse des protéines essentielles. En conséquence, les fibres musculaires du cœur s'affaiblissent, s'amincissent et se distendent. Le cœur s'hypertrophie, il s'étire et devient une sorte de poche atonique, incapable de pomper efficacement le sang. Une grave insuffisance cardiaque se développe alors. La personne commence à souffrir d'essoufflement, d'œdème et d'une grande faiblesse. Au stade précoce, si l'on arrête totalement l'alcool, le processus peut encore être partiellement réversible, mais dans les cas les plus avancés, la seule solution possible devient bien souvent la greffe cardiaque. On croit souvent que le cholestérol est le seul coupable quand on parle de problèmes vasculaires. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie du problème. D'autres graisses présentes dans le sang sont tout aussi importantes, comme les triglycérides. Et l'alcool est l'un des principaux stimulateurs de leur production dans le foie. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre foie met toutes ses autres fonctions en pause pour se concentrer uniquement sur son traitement. L'un des effets secondaires de cette urgence, c'est justement la synthèse des triglycérides dont le taux dans le sang grimpe rapidement. Or, un taux élevé de triglycérides est un facteur de risque avéré de développer l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de ces fameuses plaques sur les parois de nos vaisseaux. En clair, lorsque l'on boit pour la santé des artères, on accélère en réalité le mécanisme qui mène à leur obstruction. C'est un véritable paradoxe. En essayant de protéger nos vaisseaux par un moyen que l'on croit efficace, on leur cause un dommage bien réel, et ce par un mécanisme pourtant parfaitement prouvé. Mais qu'en est-il de cette fameuse croyance populaire selon laquelle un alcool fort, comme la vodka ou le cognac, nettoie les vaisseaux? Ce mythe, particulièrement tenace surtout dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, prétend que l'alcool dissout les plaques de cholestérol, un peu comme il dégraisserait une poêle. C'est une erreur fondamentale et une idée reçue extrêmement dangereuse. En réalité, l'alcool ne fait absolument pas disparaître les plaques d'athérome déjà formées. Pire, il agresse la paroi interne de nos vaisseaux, ce qu'on appelle l'endothélium. C'est cette mince couche de cellules qui protège nos artères. L'alcool agit dessus comme un solvant, créant des micro-lésions et une inflammation. Or, ce sont précisément sur ces zones abîmées que de nouvelles plaques de cholestérol vont se former, et ce, à un rythme accéléré. Autrement dit, en essayant de nettoyer ces artères, on ne fait qu'offrir un terrain idéal pour accélérer la progression de l'athérosclérose. C'est un peu comme si vous tentiez d'enlever la rouille du métal avec de l'acide, vous ne feriez que le corroder davantage. Mais attendez, on entend souvent dire que l'alcool fluidifie le sang. C'est censé être bon, non? Effectivement, l'alcool peut légèrement réduire la coagulation sanguine en agissant sur nos plaquettes. En théorie, cela pourrait diminuer le risque de formation de caillots ou de thrombose. C'est sur ce petit effet que repose une partie du fameux mythe de ses bienfaits. Cependant, il faut être clair, cet effet est extrêmement faible et surtout totalement imprévisible. Et surtout, il est largement compensé, voire écrasé, par tous les effets négatifs dont nous avons déjà parlé, l'augmentation de la tension, les risques d'arythmie et l'impact toxique direct sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Il existe des méthodes bien plus sûres et efficaces pour gérer la coagulation. Pensez par exemple à l'aspirine à faible dose, prescrite par votre médecin et uniquement sous indication très précise.
Essayer d'atteindre cet objectif avec l'alcool, c'est vraiment l'équivalent de vouloir tirer au canon sur un moineau avec le risque en prime de détruire toute votre maison. Les risques dépassent très largement le cadre de n'importe quel bénéfice potentiel qui est de toute façon plus que discutable. Prenons un peu de recul pour analyser la situation. Notre système cardiovasculaire n'est pas une entité isolée. L'alcool est un poison systémique qui affecte l'ensemble de l'organisme. Il détruit le foie, organe essentiel dans la régulation des lipides et du cholestérol. Il agresse le pancréas, ce qui peut entraîner le diabète. Or, le diabète est l'un des principaux ennemis de nos vaisseaux sanguins. Il s'attaque également au système nerveux, qui est pourtant chargé de réguler le rythme cardiaque et le tonus vasculaire. C'est un cancérogène avéré qui augmente significativement le risque de cancer de la bouche, du larynx, de l'œsophage, du foie, de l'intestin et du sein. Parler d'un bénéfice cardiaque, souvent présenté comme mythique, tout en ignorant les dommages systémiques, colossaux et pourtant bien documentés, est, pour le moins, déraisonnable. On ne peut pas soigner un organe tout en abîmant tous les autres. Une approche globale et intégrée de la santé ne laisse aucune place à l'alcool. Beaucoup de gens se font des illusions en croyant choisir un alcool meilleur pour la santé. Par exemple, le vin rouge sec leur semble plus bénéfique que la vodka, et la bière moins dangereuse que le vin. Or, du point de vue des dommages pour notre organisme, la différence est quasiment inexistante. Le véritable coupable, c'est l'éthanol, l'alcool éthylique, et peu importe la boisson qui le contient. 10 grammes d'alcool pur, que ce soit dans un verre de vin, un petit verre de vodka ou une pinte de bière, auront exactement le même impact néfaste sur notre système cardiovasculaire. Tous ces discours sur les prétendus bienfaits des polyphénols dans le vin ou des vitamines B dans la bière ne sont rien d'autre que des arguments marketing. Ils servent surtout à masquer la nocivité fondamentale de l'éthanol. La quantité de ces substances utiles est d'ailleurs insignifiante. On peut largement les obtenir grâce à une alimentation normale, en mangeant du raisin, des baies ou du pain complet, et cela sans empoisonner son corps avec un véritable poison cellulaire. En conclusion, le choix de la boisson n'est qu'une illusion. Ce n'est pas la boisson qui est nocive, c'est l'alcool qu'elle contient. Alors, que faire si, par habitude, on aime se décontracter le soir avec un petit verre de vin? Il est crucial de réaliser que l'alcool est un vrai faux ami. Il ne résout absolument rien, il ne fait qu'atténuer temporairement notre perception des soucis, tout en créant de nouveaux problèmes, qui sont cette fois purement physiologiques. Pourtant, il existe des tas d'alternatives saines pour gérer le stress et retrouver le calme. On pense d'abord à l'activité physique, une bonne promenade au grand air, une séance de yoga doux ou même la natation. Il y a aussi les techniques de respiration et la méditation. N'oublions pas les passions qui nous font du bien, la lecture, l'écoute de musique ou le dessin. Ça peut être tout simplement un moment partagé avec des proches ou un bon bain chaud agrémenté d'huiles essentielles. Toutes ces méthodes ne font pas qu'aider à la détente, elles renforcent réellement votre santé, y compris votre système cardiovasculaire, contrairement à l'alcool qui, lui, le fragilise systématiquement. En privilégiant ces saines méthodes de relaxation, vous investissez directement dans votre capital santé, votre longévité et, surtout, votre qualité de vie. Pour clore notre enquête, quel est le verdict final des grandes instances sanitaires mondiales? Il est sans appel et implacable. En 2023, la Fédération mondiale du cœur a publié une déclaration officielle affirmant catégoriquement toute quantité d'alcool nuit à la santé du cœur. Elle insiste sur le fait qu'aucune étude crédible n'a jamais prouvé que l'alcool soit bénéfique pour le système cardiovasculaire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirme également qu'une dose sans danger d'alcool n'existe tout simplement pas. Pour la santé, moins on en consomme, mieux c'est, et l'idéal absolu, c'est zéro. Toutes les anciennes recommandations concernant la fameuse consommation modérée sont aujourd'hui considérées comme obsolètes et fondées sur des données erronées. La science ne cesse de progresser et nous disposons aujourd'hui de preuves irréfutables. Le mythe des bienfaits de l'alcool n'est rien d'autre qu'un mythe, un mythe dangereux qui a coûté et qui continue de coûter des millions de vies à travers le monde.
Alors, cette fameuse histoire du verre de vin bon pour la santé, ce n'est finalement qu'une belle légende. Les études les plus récentes et les plus vastes le confirment. Oui, c'est un mythe séduisant, pratique, mais malheureusement extrêmement dangereux. Nous avons vu ensemble que le paradoxe français s'explique par bien d'autres facteurs, que le fameux resveratrol est présent dans le vin à des doses homéopathiques et que les anciennes études vantant ses bienfaits étaient truffées d'erreurs. En réalité, toute consommation d'alcool mène directement à l'hypertension, aux troubles du rythme cardiaque, à l'affaiblissement du muscle cardiaque et à la dégradation des parois vasculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines révélations sur les mythes de la santé. Et maintenant, la question essentielle, votre opinion sur les doses d'alcool sans danger a-t-elle changé après ce visionnage? Et quel mythe de la santé aimeriez-vous que nous décortiquions la prochaine fois? Écrivez-le en commentaire, je lis absolument tout.